Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur le métabolisme des lipides et plus précisément sur certains aspects du métabolisme des acides gras. Dans l'épisode sur le cycle de Krebs, nous avions vu que le pyruvate n'était pas le seul composé pouvant donner de l'acétyl-CoA. Je vous avais alors indiqué qu'il existait d'autres sources comme les acides gras avec la réalisation d'un processus de dégradation dans la matrice mitochondriale. Ce processus est appelé la bêta-oxydation. Vous la connaissez ? Les acides gras proviennent d'un tissu de réserve appelé tissu adipeux blanc. Il est constitué de cellules qui stockent dans leur grosse vacuole des triglycérides. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de molécules constituées de glycérol, ici en bleu, estérifiées par 3 acides gras en jaune. Lorsque l'organisme a besoin d'un apport énergétique plus important, par exemple lors d'un jeûne ou lors d'un effort physique assez intense de longue durée, nos triglycérides présents dans le tissu adipeux seront hydrolysés et libéreront du glycérol et des acides gras dans le plasma sanguin. Tout cela se réalise sous l'action d'hormones. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais ce qui est à retenir, c'est que les cellules très demandeuses, comme par exemple nos différents muscles, ainsi que notre foie, utiliseront ces acides gras pour récupérer de l'énergie. Allez, regardons tout cela de plus près, faisons un petit zoom. Nous voici dans le cytosol de la cellule. L'utilisation de ces acides gras demande au préalable une réaction d'activation. Et cette réaction se déroule en 2 étapes au niveau de la membrane mitochondriale externe. Première réaction, l'acide gras réagit avec de l'ATP pour former un composé appelé acyle-adénylate. Vous voyez ici que le groupe carboxyle de l'acide gras est lié au groupe phosphoryle de l'ATP. Et on libère du pyrophosphate. Puis, le groupe sulfhydryl du coenzyme A attaque alors l'acyle-adénylate pour former de l'acyle-CoA et de l'AMP. Ainsi, d'un point de vue général, à partir de notre acide gras, nous formons de l'acyle-CoA. Le coenzyme A fixé à l'acyle permet 1. De mieux solubiliser la longue chaîne carbonée et 2. De lui donner une certaine réactivité. C'est pour ça qu'on dit que l'acyle-CoA est un acide gras activé. Maintenant, nos acides gras activés doivent passer par un système de transport afin de rejoindre la matrice mitochondriale. Il s'agit de la navette carnitine. Alors cette carnitine porte sur le carbone 1 une fonction acide carboxylique, un alcool secondaire sur le carbone 3 et sur le carbone 4, vous voyez une amine quaternaire substituée par 3 radicaux méthyl. Donc vous voyez ici qu'il s'agit d'une choline et d'un acide acétique. Regardons la réaction qui se passe entre la carnitine et notre acyle-CoA. Dans cette réaction, le groupe acyle est transféré de l'atome de soufre du coenzyme A au groupe hydroxyle de la carnitine pour former une acylcarnitine. Alors cette réaction est catalysée par une enzyme, la carnitine acyltransférase 1, qui est liée à la membrane mitochondriale externe. Alors si l'on prend du recul, la réaction détaillée que l'on vient de voir se trouve ici, avec au niveau du carré orange notre enzyme, la carnitine acyltransférase. Vous voyez l'acyle-CoA en jaune qui se lie à la carnitine en bleu et forme sur votre droite l'acylcarnitine. Alors notre nouvel acyle peut traverser la membrane mitochondriale. Il est ensuite transporté à travers la membrane mitochondriale interne par une translocase. Alors ça, je vous rappelle qu'il s'agit d'une perméase, c'est-à-dire une protéine assurant le transport membranaire. Après le passage de la membrane, le groupe acyle est restitué au coenzyme A sur la face matricielle de la membrane. Donc en gros ici, à l'intérieur de la mitochondrie, sur votre schéma. Et cela est catalysé par une enzyme, la carnitine acyltransférase 2. C'est en gros pour vous le carré rouge. Donc, pour résumer, la translocase fait entrer une acylcarnitine dans la mitochondrie et rapporte en même temps dans l'espace intermembranaire une carnitine. Donc vous voyez ici, c'est un échange. Nous sommes maintenant dans la matrice et vous pouvez noter que notre acyle-CoA va être dégradé par une séquence récurrente de 4 réactions. Il s'agit de la bêta-oxydation. Zoomons pour voir notre séquence en détail. Première réaction, c'est une déshydrogénation. La réaction est catalysée par une enzyme couplée au FAD. Il se produit une oxydation entre les carbones alpha et bêta pour produire une double liaison d'isomérie trans et réduit le FAD en FADH2. Donc le produit de la réaction ici est un déhydroacyle-CoA. Alors il s'agit finalement d'une oxydation de l'acyle-CoA avec production de pouvoir réducteur. La deuxième réaction correspond à une hydratation de la double liaison entre le C2 et le C3. Vous voyez que le carbone bêta reste le plus oxydé et le produit est un bêta-hydroxyacyle-CoA, d'où la dénomination de bêta-oxydation. Troisième réaction, elle correspond de nouveau à une déshydrogénation, en présence d'un coenzyme, ici cette fois-ci le NAD+. Vous avez une oxydation de la fonction alcool en une fonction cétone et production de pouvoir réducteur sous forme de NADH+. Dernière réaction, il s'agit d'une
coupure thiolytique. Vous avez ici une rupture de la liaison alpha-bêta. La réaction libère un acétyl-CoA, donc votre acyl-CoA de départ, celui qui est en haut de votre écran, est plus court de 2 carbones et il se retrouve en bas. Et c'est cet acyl-CoA qui sert de nouveau de substrat pour le tour suivant. En fait, il va être réutilisé et subir de nouveau les 4 réactions que l'on vient de voir, la bêta-oxydation. Et cela jusqu'à ce que tous ces carbones soient utilisés. Allez, faisons ensemble le bilan de matière de l'oxydation d'un acide gras saturé théorique. Pour chaque tour produit, il se libère un FADH2, un NADH et un acétyl-CoA. La bêta-oxydation complète d'un acide gras saturé à 2N atomes de carbone nécessite N-1 tour, il libère N-acétyl-CoA ainsi que N-1 FADH2 et N-1 NADH. Bon, en gros, on va essayer d'être un peu plus concret. Si nous prenons l'exemple d'un acide gras palmitate, c'est un acide gras saturé composé de 16 atomes de carbone. Nous allons pouvoir maintenant remplacer notre N théorique par 8, puisque 2N égale 16, donc le N, vous avez compris. Alors cela donne, pour une oxydation complète, 7 bêta-oxydation et libère 8 acétyl-CoA, 7 FADH2 et 7 NADH H+. Alors la réaction qui est écrite maintenant est la suivante, on peut la lire ensemble. Palmityl-CoA plus 7 FAD plus 7 NAD plus 7 CoASH plus 7 H2O nous donne quoi? Nous donne 8 acétyl-CoA, 7 FADH2 et 7 NADH H+. Donc ce qui est à retenir finalement pour la bêta-oxydation, c'est quoi? C'est qu'il s'agit d'une voie métabolique permettant une production importante d'acétyl-CoA et de pouvoir réducteur directement dans la matrice mitochondriale. Point. Allez, regardons maintenant en termes de production d'ATP, combien nous donne l'oxydation complète du palmitate. Alors pour cela, vous prenez le bilan final que l'on vient de faire et vous faites le calcul suivant. Vous allez compter environ 3 molécules d'ATP produites lorsque la chaîne respiratoire oxyde chacune des molécules de NADH. Vous allez compter 2 molécules d'ATP formées pour chacune des molécules de FADH2. Et enfin, comptez que pour l'oxydation complète de l'acétyl-CoA par le cycle de Krebs, c'est environ 12 molécules d'ATP. Pour avoir tout ce détail-là, ça, on le verra dans une prochaine vidéo, promis. Ainsi, pour notre palmitate, si on revient à lui, le nombre de molécules d'ATP formées est de 21, 14, 96. Donc au total, si vous faites la somme, ça nous donne 131 molécules d'ATP. Mais attention, n'oubliez pas que vous avez consommé l'équivalent de 2 ATP lors de l'activation du palmitate. Car lors de la réaction, on note 1 ATP, mais en réalité, vous avez 2 liaisons riches en énergie qui sont nécessaires pour l'activation de l'enzyme, la thiokinase. Donc, comptez grosso modo 130 ATP. Si l'on compare ce résultat avec l'oxydation d'un composé équivalent en nombre de carbone, mais cette fois-ci de nature glucidique, je vous rappelle qu'un glucose, ça donne en moyenne 38 ATP. Or, un glucose, c'est 6 carbones. Donc si on multiplie par 3, ça nous donne 18 carbones. Donc ce composé théorique nous fournira à peu près 114 ATP. Donc par rapport à un lipide équivalent, vous voyez que c'est beaucoup moins d'ATP. Regardez sur votre droite. Ici, il s'agit d'un C16 pour les lipides. Et oui, en fait, les oses sont déjà des molécules en partie oxydées. C'est normal qu'elles fournissent moins d'énergie. Alors maintenant, c'est votre boulot. Amusez-vous à refaire le même exercice avec un autre acide gras saturé. Par exemple, un C12, un C14 ou même un C18. Et n'hésitez pas à écrire vos réponses dans les commentaires sous la vidéo. Et on regardera si vous avez bien compté. Du coup, ça vous permettra d'avoir de nombreux exemples comme ça. Finalement, les lipides font d'excellents combustibles, en bonne partie grâce à leur structure et au niveau d'énergie élevé de leurs électrons, comparativement au niveau d'énergie des électrons des glucides par exemple. Ainsi, vous voyez que 1 g de triglycérides peut fournir 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucides. Malheureusement, cela signifie aussi qu'une personne, suivant un régime, doit s'armer de patience. Comme les lipides contiennent énormément de kilojoules par gramme, la graisse corporelle met du temps à disparaître. Si vous souhaitez aller plus loin dans la bêta-oxydation, notamment dans le cas d'acides gras insaturés, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran. Et j'espère que cela répondra à vos attentes. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à votre entourage, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas le réseau Facebook pour les informations, même si je n'en mets pas des tonnes en ce moment. Et enfin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est ici. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Bye!